enregistrement. Parfait. Donc je fais un nouveau dossier que je vais appeler Starter HTML. On va mettre tout le démarrage du HTML dedans. Hop, je vais chercher. Bah, je le sélectionne directement. J'ai fait un nouveau dossier, mais donc je le mets juste dans renforcement. Starter HTML. Sélectionner le dossier. Je l'ai ici qui s'ouvre à gauche. Et je vais faire hop un dossier CSS, un fichier index.html. Dans l'index, je mets le tout début. Dans le CSS, on va faire un main.css dans lequel je mettrai mon code. On va faire du bootstrap et tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on... Bon, il va y avoir un menu. Il va y avoir des sections. Déjà, sur les sections, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre dans les sections. Donc, alors, hop, ça, on va faire mieux comme ça. Voilà, donc section 1, il va y avoir ça. On mettra peut-être un petit paragraphe de 50 mots, on verra. Ça fera plus joli si on le met en text center. Et puis on fait une deuxième section. Là, on va attaquer le projet en vrai. Enfin, le contenu du projet en vrai. Donc c'est plus un H1, c'est un H2. Et qu'est-ce qu'il faut pour créer une page HTML? Là, ok, tout va bien. La création du projet. Après la création du projet, oh là là, c'est... Didier m'a donné sa maladie. On peut faire le doctype et la balise aide. On peut faire créer un menu. Après, on peut mettre une section sur le display flex. On peut faire une section pardon, sur euh, gestion des images, contenu et, contenu et images de fond. Là, on a déjà vu pas mal de trucs. On peut faire un petit morceau sur les formulaires. Et puis les positions relatives absolues. C'est déjà pas mal.
Comme ça c'est rond quoi. On fait quand même une de plus. Voilà, et puis en fait je crois que j'en ai besoin d'une autre. Ah bah non, bon. J'avais fait sauter la 2. Là c'est la 2, ici. Donc la création du projet, ça me va pas. Le doc type et la balise head, et là-dedans on va mettre les éléments de base. Quand même qu'on les mette au cas où, si vous avez un trou de mémoire sur comment faire quelque chose, qu'on mette la plupart des éléments de base. Voilà. Pour ça, on va utiliser Bootstrap, ça ira bien plus vite. Donc je vais juste dans la page de démarrage récupérer les codes et les balises. Et je charge le mien en deuxième. Et il me manque ces scripts là qui vont tout en bas. Ici on mettra un footer. Et vous pouvez petit à petit rentrer plusieurs balises les unes à la suite des autres avec la flèche vers la droite. Voilà. Le texte il sera centré dans le footer aussi. Et les scripts ils vont là. Ça je vous avais dit on n'en a pas besoin. Si vous les récupérez comme ça c'est bon. Ça marchera aussi. C'est juste pour vérifier l'intégrité du fichier mais on va faire confiance. Et du coup j'ai toute ma structure de page que je vais lancer avec le live server. Ah tiens. Voilà. Donc, via Bootstrap, je vais pouvoir vite récupérer un menu. On va faire un tout petit menu déroulant avec un accès à toutes les sections. Ça me permet de vous montrer comment on fait pour... donc, premièrement, déjà, comment on fait pour importer un menu Bootstrap. J'ai ici un header vide. Je vais lui donner un container dedans. Et alors, on pourrait le faire à la main, mais je vais avoir tendance à plutôt aller sur la documentation. Dans les composants, chercher dans navbar une nav qui correspond à peu près à ce que je veux faire et je la personnalise en suivant. Il y en a une, celle du haut, elle a déjà un menu déroulant. Donc je vais prendre celle-là. J'ai copié et je vais aller la recoller ici. J'ai plus qu'à virer tous ceux dont j'ai pas besoin. Alors le formulaire, j'en ai pas besoin. Cette nav ici, j'ai pas besoin de tout ça. Peut-être qu'on mettra des liens, on verra. Mais pour l'instant, j'ai besoin que d'un lien avec le menu déroulant. Les autres liens, je peux les supprimer. Je renettoie les lignes vides pour avoir un code propre. Et ici, à la place de navbar, on ira mettre un logo, on verra. Offpa par exemple.
j'ai ma nav qui fonctionne. Je vais la mettre à droite. Sur cette nav ici, je m'aperçois qu'elle a un mr-auto. C'est margin right auto. Donc là, je vais mettre ml auto. Margin left auto. Et automatiquement, elle bascule à droite. Je l'ai au bon endroit. Ici, on va mettre naviguer dans les chapitres. Voilà. Et tous ces liens-là. Donc le divider, j'ai deux liens, une div, un A. Si je regarde dedans, j'ai deux liens. La divider, ça doit être ce trait. Et un autre lien. Donc on va le virer. On va virer deux liens. On en garde juste un. Ces liens, ils vont aller pointer vers les sections. Donc on va aller... C'est dans la même page. C'est pas un index.html ou un contact.html ou autre. C'est dans la même page et c'est après le hashtag qui représente la section, l'ID de la section. Ce lien-là, du coup, il contient créer une page. Tout ça, du coup, je vais les dupliquer, ces liens, et je vais en faire autant qu'il y a de sections. La 2, la 3, et je remplace pardon, les morceaux. Voilà. Je vais me mettre cette page-là. Je me la mets en double et je la mets sur mon autre écran. Ça me permet de recopier plus vite. Donc, créer une page. Doctype et head. Éléments de base. Menu et navbar. Display flex. Ça, je pense, ça couvre à peu près tout ce qui est attendu pour le titre pro. Gestion des images. Formulaire. Position. Flex avancé. Je me suis planté. Je me suis planté. Hop. Voilà. Là c'est bien. Donc sur ma page, j'ai mes chapitres et je vais naviguer vers les chapitres. Pour l'instant, ils n'ont pas une grande hauteur. On va aller rectifier le tir dans le main.css en visant la balise section et en lui disant que pour l'instant, juste à la limite même pour le temps du développement, là, sa hauteur minimum c'est 25 VH, c'est 25% de la hauteur de la page. Et maintenant, voilà, j'ai ma navigation qui va fonctionner. Donc petit à petit, je vais aller tout détailler tout ça, créer une page HTML et utiliser le CSS. Ça c'est le titre de notre page, un petit paragraphe qui commande tout ça. On pourrait aller mettre par exemple sur toute la section border bottom. Voilà. Et là j'ai déjà une séparation entre ma section 1 et
mes autres sections. D'ailleurs, ces sections, il faut leur rajouter un padding. 50 pixels en haut et en bas. Voilà, ça va espacer entre le trait et le titre. Là, c'est pas trop mal. On ira me charger les couleurs, etc. Il y a un truc qu'il faut faire gaffe. Sur les naves de Bootstrap, quand vous les intégrez dans un header, c'est la nave qui est à l'intérieur du container, donc à l'intérieur des 1200 pixels et quelques, qui a le BG Light. Ce BG Light, c'est la couleur de fond grise. Il faut la reporter sur le header, puisque le header fait 100% de large. Et la navbar, non. Là, vous le voyez, le gris s'arrête au container. En sauvegardant avec le BG Light sur le header, je retrouve le gris partout, c'est plus propre. Je peux aussi, sur ce header, lui mettre une position fixe. Sans le point virgule. Hop. Et W-100, c'est width 100%. Ça va lui faire occuper toute la largeur. Mais il est en position fixe. Il va rester à l'écran quand je scrolle. Petit problème, dernier problème à régler, c'est la superposition des éléments. Il est en dessous de nos éléments. Donc ça, c'est gérable avec le Z-index. Tout ça, tous ces éléments-là, ils sont dans la doc, dans Utilities. Pour les positions fixes, c'est dans Position. Le Z-index, je crois qu'il est dans Visibility. Non, il doit être dans Position aussi, puisque c'est lié. Non plus. C'est lié à ce position fixe. Hop, on peut chercher ici aussi. Voilà. Z-index fixed. Dans le pire des cas, je peux aller rentrer du CSS en visant le header. Et je pense que c'était plutôt même comme ça. Non, ça va pas marcher. Donc, dans le pire des cas, je vais le retrouver, mais dans le pire des cas, je peux aller dans mon main CSS et un peu plus haut ici dire que le header, il va avoir un Z-index précis. Plus il est haut, c'est un peu comme les calques de Photoshop. Plus votre élément va arriver devant. Voilà. Et normalement, maintenant, voilà, mon texte, il passe dessous. Il disparaît. C'est plus propre. Donc j'ai ma nav. J'ai mon fichier qui déroule. Le footer en bas. Pareil, sur le footer, on peut aller lui rajouter. Alors, peut-être pas le position fixe, parce que ça va être un peu gênant d'avoir en bas un morceau. Mais on peut aller lui mettre le BG light. Donc classe égale bg-light. Pour l'avoir comme ça, avec un fond gris et un petit peu de padding. Ça fera pas de mal, mais ce padding là... Bah tiens, on va essayer, on va tenter de supprimer petit à petit avec toutes les propriétés Bootstrap pour vous montrer qu'on peut faire un site sans aucune ligne de CSS, rien qu'avec des classes CSS et Bootstrap. On va rajouter py-3. C'est du padding en haut et en bas. Taille 3, donc c'est 1 REM. Voilà, j'ai espacé mon footer. Là, l'idée c'est de vite construire une page complète avec des contenus Bootstrap sans avoir à s'embêter avec de la mise en page customisée à la main. Alors, on a perdu un petit truc ici, le fait que ça soit en position fixe. Attention, le menu est enlevé du flux, donc sa hauteur, là où j'ai ma souris, toute cette hauteur grise, elle est plus prise en compte. Dessous, sous ce menu, il y a le padding de la section 1. Ça s'additionne plus. Disons que créer une page HTML et utiliser le CSS est venu s'afficher sur la page. Tout ça est venu, toute la page est venue s'afficher.
Et en deuxième, vu qu'il était en position fixe, le menu s'est remis par-dessus, mais il est par-dessus. Là, pour l'instant, il est par-dessus du vide. Si jamais vous n'aviez pas prévu assez de padding sur vos sections, par exemple 0, à ce moment-là, c'est votre titre qui passe dessous. Là, je peux plus remonter en haut, c'est le titre qui passe dessous. Donc ça, faut faire gaffe. Et quitte à... Donc du coup, ça, on va pouvoir le... Ça, on pourrait le virer, hein, padding 50 pixels en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, en le remplaçant, par exemple, tout ça. J'y vais. Et en visant toutes les sections, en leur ajoutant la même classe, PY3 ou PY5. Donc, avec la touche Alt appuyée, je clique à tous les endroits où j'ai besoin. Et je le fais uniquement quand c'est une seule petite modification. Surtout, le conseil que je vous donne avec ça, c'est de jamais naviguer en haut et en bas avec vos touches, ou à gauche et à droite. Parce que là, tout va bien, je vais pouvoir écrire PY5 sur toutes mes sections. Mais ici en bas, déjà, le fait que... Bon, ça, en fait, ça va bien marcher sur la section 2 à 9, parce qu'il y a le même nombre de caractères depuis le début de la ligne. Donc là, vous le remarquez, les curseurs sont alignés. Le gros warning, attention, quand vous avez, par exemple sur la section 10 ici, bah vous pensez que vous êtes vous êtes sur les mêmes boîtes, vous avez écrit la même chose. Le problème, c'est que section 10, ça prend 2 caractères. Ici, il y a un petit décalage qui fait que si jamais vous vous dites, bah, je vais rajouter autre chose ailleurs, il se peut qu'on n'arrive plus au même endroit. Par exemple, là, on n'arrive plus au même endroit. Et si vous pensez rajouter des classes et que vous regardez, alors on ne prend pas en compte la section 1 là, mais si vous pensiez rajouter des classes sur tout ça, en fait oui, vous allez rajouter une classe, sauf au dernier, puisque le 10, vous avez décalé le curseur et que vous êtes donc sorti des double quotes et que vous êtes en train de rentrer ici plutôt une propriété qui n'existe pas qu'une classe. Donc ça, faut se méfier, faut le faire avec parcimonie, ça fait gagner beaucoup de temps, mais sur des trucs bien précis. Si vous le faites mal, ça va vous faire perdre beaucoup plus de temps que le temps que vous pensiez gagner. Par contre, ici, du coup, j'ai récupéré du padding sur mes sections. Le fait que je l'ai viré dans le CSS, il faut aussi que j'aille le récupérer ici en mettant padding Y, et je peux, si j'ai besoin vraiment de retoucher les choses, sur le premier container, remettre un padding top 5, ça va augmenter encore tout ça. Et je me retrouve avec du coup mon titre lisible au bon endroit sans avoir utilisé de CSS à la main. Que des classes issues de Bootstrap. C'est le petit défi du site. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est peut-être lister déjà les items. Et une fois qu'on les aura listés, après les détailler un par un. Si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre sur GitHub, ce projet. Ça permettra de lier le cours GitHub et on peut se prendre chacun une partie, bosser chacun une partie sur 2-3 textes pendant 1 heure et la renvoyer sur GitHub pour voir si ça marche et si on arrive à la fin à avoir le projet complet avec les textes de 10 personnes dedans. Ça peut être vraiment pas mal et vous aurez tous vu du coup. GitHub, c'est pas très compliqué, mais au moins vous l'aurez vu. Si on vous demande est-ce que vous êtes apte à vous intégrer dans un projet GitHub, faudra dire oui. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider vu que c'est très technique, mais au moins ça sera fait, ouais. Ça peut être pas mal. Alors, ici on est ok. Ce que je voulais faire dans cette vidéo aussi, je voulais en profiter pour le mettre en SaaS. Vu que tout le monde est là, ça fera pas de mal. Je voulais le passer en SaaS, tout ça. Donc, pour le passer en SaaS, il faut que j'ai absolument Node.js d'installer sur mon ordi. Là, c'est le cas. Si vous n'avez pas Node.js d'installer, vous allez sur google.fr, Node.js, et vous avez le site nodejs.org avec un installeur ici, Windows. Vous l'installez, vous redémarrez votre ordi et vous devriez avoir
Node.js, si tout se passe bien. C'est pas ici, pardon. C'est là-dedans. Donc où est-ce qu'on retrouve Node.js? Quand vous cliquez sur terminal en haut ici, avec nouveau terminal, vous avez une console de commande. Et si vous tapez Node espace-v, vous pouvez avoir accès à la version de Node. Si vous avez une erreur, il va vous dire Node est inconnu, bah, ça veut dire qu'il y a eu un problème sur l'install, ou que vous n'êtes pas dans le bon terminal ici, parce que vous pouvez avoir plusieurs mini logiciels comme ça là, qui s'exécutent. C'est peut-être pas le bon, donc il faut aller dans sélectionner le terminal par défaut. On va vous proposer tous les terminaux que vous avez sur votre ordi et il faut prendre le bon. Généralement Bash il fonctionne bien. Si vous n'avez pas Bash, je ferai une autre vidéo là-dessus. Le lien sera en bas à droite. Faut que je m'entraîne. Je vous montrerai comment on fait. Il faut aller sur GitHub, mais c'est l'objectif aussi de tout ça. Donc à terme, normalement, vous devriez tout avoir sur votre ordi. Il faut aller sur GitHub, télécharger le logiciel GitHub qui inclut Bash et qui permettra du coup, de faire du SaaS, et objectif principal aussi du logiciel GitHub, de faire du versionning et de porter vos versions de fichiers sur un espace en ligne, sur un cloud en gros. Un cloud un peu technique. Donc, il va y avoir pas mal de choses à installer pour utiliser SaaS. Le premier truc qu'il faut faire, c'est npm init. Alors, je vérifie bien que je suis dans le bon dossier. Quand on installe Node, avec Node est inclus un petit logiciel qui s'appelle npm. Voilà, Node Package Manager, et qui permet d'installer des petits morceaux de code JavaScript sur notre ordi. Donc avec npm init, on va indiquer au serveur Node sur notre ordi que ce projet starter HTML, on va avoir besoin d'utiliser du JS dedans. Voilà, donc là tout ça je valide direct, hein, on s'en fout. Le gros avantage c'est qu'ici on a créé un fichier package.json. Ce fichier package.json, bah, c'est toutes les infos que j'ai validées en disant on s'en fout, qui sont inscrites dedans. Mais ça va nous permettre, par exemple, quand je vous envoie ce dossier, de le récupérer et de le faire fonctionner comme moi. Puisque là, on va avoir un degré au-dessus de juste ouvrir du HTML et ouvrir du CSS. On va avoir des petits outils qui vont les créer eux-mêmes, ces fichiers. Alors ça va pas coder à notre... Enfin si, ça va... On va faire du code un peu plus simple et il va nous produire le code un peu compliqué parfois dans le HTML et dans le CSS. Ça c'est le début. Après, pour faire du SaaS, on va utiliser, donc là-dedans, il y a un petit logiciel qui s'appelle Gulp, qui est très utilisé dans le monde pro et qui permet de faire un système de build. Donc c'est un système qui va petit à petit, selon les instructions qu'on lui donne, construire nos fichiers JS, nos fichiers CSS et nos fichiers HTML. Donc on va rentrer un court fichier JS en lui expliquant je veux que tu récupères un morceau de fichier ici, que tu fasses telle action dessus, puis tu feras telle action sur le fichier et tu iras l'enregistrer ailleurs. Donc notre dossier, nous, va changer de tête. On va plutôt avoir en fait un dossier distribution, dist, et on va plutôt avoir un dossier dev dans lequel on va bosser nous. L'index il va dans dist et le CSS il va dans dist aussi. Voilà. Donc j'ai un dossier comme ça. J'ai un dossier dev dans lequel je vais bosser des choses assez techniques qui vont produire le site, et le dossier starter HTML aura des dépendances techniques qui vont aller produire le dist depuis le dev. Ce dist, si vous voulez, on peut le renommer, on va le renommer app. C'est plus parlant. Ah. Ok. Original.
Ok. On a trouvé un nom de dossier non appliqué. On va l'appeler app. C'est plus parlant. Vous vous connectez à un truc, ça s'appelle app. Attention, du coup, ici, il n'y a plus de fichier ici, à la racine du projet. Il faut revenir dans app. Et là, vu qu'on est sur live server, il va faire un peu la grimace. Donc on va stopper le live server. Il est stoppé. On va revenir dans app. On va viser l'index, clic droit. C'est la procédure. Si jamais ça bug sur votre live server, clic droit dans le fichier, ouvrir avec live server, et là vous êtes sûr qu'il ouvre le bon fichier. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui change pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, nous, dans le dossier dev, on va pas faire du CSS, on va faire du SCSS. Donc sur Bootstrap, j'y reviens. Je vais aller plutôt sur le GitHub qui est en haut de Bootstrap pour télécharger Bootstrap en entier. Notamment ce dossier-là, SCSS. Là, c'est tout ça dont j'ai besoin. Donc on va ici cloner ou télécharger. On va aller télécharger le zip. Ici, projet code, renforcement, starter HTML, dev SCSS. C'est ici qu'on va aller mettre tous nos fichiers de Bootstrap. Ils sont là. Donc dans le dossier SCSS, tous ces fichiers là, je les coupe et je vais les coller. Alors dans SCSS ici, je vais quand même faire un nouveau dossier Bootstrap et je vais les mettre dedans. Et on va aller les regarder encore une fois. On les a déjà un peu regardés avec ceux qui l'avaient fait. On va les re-regarder. Ça fait un petit refresh. Et ceux qui avaient jamais vu du SCSS, comme ça, vous en voyez aussi. Ça met du temps parce que c'est en export zip, je pense. Et que c'est ça que je voulais voir aussi. Là, vous avez eu peut-être un petit écran noir. Voilà. De retour dans mon code, dans dev, dans le dossier Bootstrap, j'ai tous les fichiers. Donc comment ça fonctionne? En fait, le fichier principal c'est bootstrap.scss. Il va importer. Et de manière simple, il n'y a pas besoin de mettre .scss à la fin. Le arrobase import va vérifier, va faire plein de choses en fait à notre place, donc y compris ne pas mettre l'extension du fichier. Le fichier bootstrap.css, il va importer tous les morceaux de fichiers de Bootstrap, et en fait ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est à découper toutes les fonctionnalités de Bootstrap dans un fichier. Donc les navbars par exemple, le code des navbars CSS, il est généré depuis navbar.scss. Ça permet quoi? Par exemple, ça permet d'aller supprimer des fichiers si vous n'en avez pas besoin dans votre projet et d'alléger grandement Bootstrap. Vous n'avez pas besoin de navbar, vous virez le fichier navbar, vous le virez de Bootstrap et à la fin, dans votre Bootstrap que vous allez créer vous-même, il n'y aura pas les navbars. L'autre gros avantage, c'est dans le fichier variable ici. Dans ce fichier variable, vous avez toutes les couleurs, tous les espacements. C'est à partir de là, c'est ces variables-là en fait, puisque l'avantage du SCSS, notamment, c'est d'avoir des variables qui peuvent être reportées après.
Donc il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués que vous n'avez jamais vu par rapport au CSS. Mais tout ça, ça va générer à la fin du CSS. Et donc, via ce fichier variable, vous allez avoir une incidence sur les valeurs qui vont arriver dans tous les autres fichiers CSS. Donc si vous changez par exemple le bleu de Bootstrap, ça c'est la couleur, c'est le primary, ça va être modifié partout. Je reviens sur la doc de Bootstrap, c'est modifié partout. Alors c'est modifié notamment dans le contenu où vous avez les couleurs de texte, dans typographie. Non, dans les tableaux. Déjà dans les tableaux, elles y sont les couleurs. Si vous changez le code couleur du bleu, bah, sur les lignes, elles y sont, je l'ai fait hier. Voilà. Le bleu ici de primary va être modifié, donc sur les tableaux, mais aussi partout sur les alertes, sur les badges, etc., etc. Donc en quelques petites modifications, vous pouvez aller injecter votre charte graphique directement et créer un bootstrap à votre image. De la même manière, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même avoir besoin d'un petit fichier qu'on va créer dans SCSS. Alors ça c'est la nouvelle disposition. C'est des sous-dossiers. SCSS et Bootstrap, ce sont des sous-dossiers. Ils apparaissent pas en forme de sous-dossier parce qu'il n'y a rien dedans. Notamment dans SCSS et dans Dev. Dans SCSS, si je fais nouveau fichier, là ça va fonctionner. Et le nouveau fichier, on va l'appeler du coup. Il est où? On va l'appeler main.scss. Ce main.scss, on va refaire exactement comme ils ont fait eux dans les imports. On va faire un @import bootstrap. Pourquoi? Parce que en fait j'ai un dossier bootstrap, donc c'est le premier mot bootstrap, et je vais lui dire d'importer à l'intérieur le fichier bootstrap.scss, le dernier. Quand mon main va importer ce fichier, il va refaire un import de tout ce qu'il y a dedans, et donc tout va fonctionner d'un coup. Il me reste plus qu'à trouver comment faire pour que ce main.scss se transforme en main.css. Et d'ailleurs, pour faire encore plus propre, je pourrais aller faire un petit fichier custom.scss. Ça c'est le mien. Je rentre mon code ici. On va le mettre en commentaire. Et là, je vais importer Bootstrap et je vais après importer à la deuxième ligne. Hop. Directement, je suis dans le même dossier, directement mon custom. À la fin, j'aurai donc dans mon main Bootstrap et mes petits morceaux de code. C'est ce qu'on avait fait sur la première fois qu'on l'a fait. Et mes petits morceaux de code que je rentre dans le custom. Voilà. Pour aller tout compiler. Là, pour l'instant, on a juste fait un morceau de... on a un package.json. Il va falloir qu'on utilise, je vous l'ai montré, Gulp, qui va compiler les choses. Tout ça, ça se fait pas de tête. Généralement, vous appuyez sur un exemple et sur de la documentation. Par exemple, dans la doc, là, il y a un petit exemple déjà, qui est assez complet parce que tout ça, c'est des petites dépendances. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre, on va pas s'embêter, je vais reprendre le code qui marchait de la dernière fois. Hop, je l'ai à portée de clic, il est là. Donc ici, dans starter.html, je vais aller faire un fichier gulp file, mais ça c'est dans toute la doc officielle, .js. Et dans ce fichier gulp file, je rentre un peu de code. Ok. Et, il nous manque ça, ouais, on va le réadapter. Donc, ça je vais le mettre en commentaire. Ça je vais le mettre en commentaire. Voilà.
Donc j'ai une tâche que j'ai récupérée, mais qui est facilement lisible à force d'en faire. Vous aurez l'habitude et il n'y aura pas de souci, vous saurez vous y repérer, pour ceux qui veulent en faire. Le nom de la tâche c'est SCSS. On va récupérer ce qu'on a dans dev. Donc on va récupérer dans dev, dans dossier SCSS, là je suis bon, le fichier main.scss. On va le compiler en CSS, le minifier. Alors c'est là où celui-là faut que je le remette. Non, j'y arrive pas. C'est moi qui faut que j'arrive à aller sur le merde. Qui s'est endormi? Le pire, c'est que j'essaye de l'appeler, il répond pas. C'est qui? Alors là, c'est là que c'est marrant. Savoir qui c'est que c'est Maxime. Voilà. C'est Maxime qui achète. Non. Si. Tu vois pas. Pardon. Alors ça, franchement. Ah ouais. C'est Rudy qui s'endort à la rigueur, bon, tu vois. Oh, non, moi je m'endors. Pardon. Ah, parce que tout à l'heure j'entendais ça en fond. Puis là c'est de plus en plus fort. J'ai dit, mais c'est pas possible, il ronfle. On va les. Voilà. Je l'ai rendu muet. C'est le cas de le dire, on en a vraiment perdu. Vous me direz si vous me direz s'il met un message texte et puis Oui. Ouais, t'inquiète. je le démuterai. Ah. J'étais en train de chercher autour de moi. Je me dis, tiens, j'ai un gamin qui s'est endormi, toi. Ouais. En fait, il regarde la télé. Je suis pas. Et je comprenais pas, j'ai envoyé un message perso, il répondait pas. Là, je vois que son truc s'est allumé pendant le. Ouais, c'est mauvais signe. On va l'appeler. Déjà, j'ai doute. Bon. Donc, alors là, il faut ouais, le fait de récupérer des fichiers comme ça fait pas que ça marche automatiquement. On a encore des petits trucs à installer, mais je vais vous le montrer après. En gros, ici, on va donc ça, on en a pas besoin. En fait, on va faire un truc très simple. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin non plus du coup. On a juste besoin de Gulp qu'on va installer et de Gulp SAS qui crée du CSS. Je lui dis que donc la tâche CSS, elle va aller récupérer le main SCSS, passer la grande fonction SAS qui va tout compiler comme il faut et envoyer tout ça dans app CSS et donc le même nom de fichier. Tout ça, je le mets en commentaire. Et ici, SCSS. Donc je crée une autre tâche qui s'appelle défaut, tâche par défaut, qui va aller lancer la tâche SCSS et qui va du coup lancer ce qu'il y a à l'intérieur de la tâche SCSS. Voilà. Donc je vous ai dit, il faut ouvrir le terminal. On est dans le bon dossier, starter HTML. On va faire ici un npm install. Alors, double tiré save, double tiré dev, gulp. Ça c'est un peu chiant, mais c'est comme ça qu'on fait. Avec l'habitude, après ça se retient bien. C'est tellement embêtant qu'à force on le retient. Donc là, automatiquement, il va... Oui. Excuse-moi. J'ai réessayé. Elle crash. Donc je pense que je vais passer. C'est quoi qui crache? Là, c'est le Là, pour l'instant, c'est le serveur audio de... Son termine. Dès que je tue, il se met à se real Visual Code. C'est bizarre. Ouais. C'était même de virer les dossiers, même tout, de réinstaller, intégrer. Non, mais sinon, tu peux utiliser brackets. Brackets. Ouais.
Alors, il a la même tête, tu seras pas perdu dans le... D'accord. Ok. hop, je te le mets ici. Il y a Sublime Text aussi qui ressemble un peu. Ou un truc que tu peux faire, peut-être je crois. Est-ce qu'on l'a euh... Non, je sais pas. Ici, en, tout en haut, là où il y a marqué général, Ouais, dans la fenêtre de chat, à côté tu as une belle, string bell, et une épingle, pas ici, tout en haut, là où tu as le. Je ouais, sais pas. ouais, ouais, Ici, voilà, à côté, tu as un truc d'épingle. ouais. Tu peux épingler certains messages et les gens peuvent venir dessus pour consulter le message. Ok, donc ça, je dois pouvoir le faire. Ouais. Voilà, épingler les messages. Super, voilà. Merci. Tu l'as enregistré là la vidéo? Oui, oui, j'enregistre en même temps. Vincent fera coupera les trucs et tout, donc... Voilà, ça c'est génial. Ouais, ok. Mais c'est vrai qu'hier, j'ai modifié les rôles dans le serveur, donc du coup, je pouvais pas, et là, je peux. D'accord. Ouais. Ok, bah parfait. Merci. Nickel. Donc, je redétoyais un peu le fichier. Ça tombe bien, c'était pas celui-là. Voilà, donc ici, l'install c'est terminé. Il n'y a pas de vulnérabilité. Il a ajouté des packages, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 77 secondes? Il est allé me créer un dossier Node module dans lequel il y a toutes les dépendances dont Gulp a besoin pour fonctionner. Il y en a plein, plein, plein. Ça, on n'y touche jamais. On va jamais voir dedans. C'est du gros code JavaScript. C'est du costaud. Mais Gulp a été construit avec tous ces petits morceaux de code. Preuve que il y a des moments où vous inventez des choses, il y a d'autres moments, et ils sont beaucoup plus nombreux en code, où vous les récupérez ailleurs. Donc ça, j'y touche jamais. Surtout, j'y touche jamais. Moi, je bosse sur dev, et je touche, non, pareil, je touche jamais à app. App, j'y touche pas. Je bosse dans mon dossier dev. App, c'est censé être un dossier qui est connecté en ligne et qui se met, quand vous le mettez à jour et que vous êtes opérationnel avec votre code, le dossier app se met à jour et à partir de là, c'est mis en ligne. C'est ce qu'il faut se dire. Les modifications en tout cas que vous faites dans app, elles seront plus prises en compte dans le main.css. Puisque lui, il va être écrasé par la génération qu'on a fait dans Gulp File. Donc à partir de là, on a aussi npm install -save-dev gulp-sas. Lui, c'est pour gérer le SCSS. Le save dev, ce qui va se passer, c'est que ça vous permet en fait d'enregistrer aussi dans le package.json, mais ça c'est un peu technique, le gulp. Il va se rajouter ici une ligne gulp-sas et ça vous permet, quand vous récupérez mon dossier, de relancer une install et que tout s'installe d'un coup. Normalement, vous n'avez pas forcément à lancer toutes les installs en séparé, sauf si c'est écrit dans la doc. Sinon, un npm install suffit, il va récupérer ce qu'il y a là-dedans et il va tout installer correctement. Voilà, donc ça va encore prendre une petite minute. Et à partir de là, ça arrive. À partir de là, on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre fichier gulp file. Comment il marche? C'est toujours ici dans la ligne de commande où on va faire gulp, espace, le nom de l'action qu'on a nous programmé. Donc ça peut être soit l'action de défaut, puisque tout à l'heure l'action de défaut elle lançait plusieurs tâches à la fois. Donc j'avais défini plusieurs actions et j'avais défini une action à la fin qui était de faire la tâche 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi lancer SCSS. Donc on va faire un truc que vous verrez souvent. Je réouvre mon terminal. C'est qu'on va faire gulp défaut. Si tout est OK, il va mouliner quelques secondes. Et surtout ici, j'ouvre mon dossier app et mon dossier CSS. Ce dossier, le main va se mettre à jour. Donc ici, dans les lignes de commande, il va vous filer des infos quand même. Voilà. Il a démarré
il a effectué la tâche SCSS en 16 millisecondes. Et puis il a fini la tâche défaut en 32 millisecondes. Donc à partir de là, maintenant dans mon main.css, où c'est qu'il est allé se générer? Il est censé m'avoir généré mon code. Dans Custom, d'ailleurs, je voulais remettre ce CSS là pour l'avoir à la fin. Alors, pour l'instant, non. Hop, faut que je re-regarde là-dedans. On va tenter comme ça. C'est une petite... Là, il a mis moins de temps. Pas bon signe. Donc là, j'ai rien dans le main CSS. Donc ça, pour moi, c'est OK. C'est ça. C'est ça qu'il faut modifier. Voilà. Là, j'ai une erreur. Le fichier existe déjà, main.css. Donc là, j'ai eu une petite, des petites erreurs qui ont fait que ça a généré des mauvaises choses dans app. Donc je vais nettoyer app. Lui, on n'en a plus besoin, je vais le supprimer. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, vous bossez, vous, votre code dans Gulp, et c'est lui qui va générer le main.css. Là, il est censé apparaître. Voilà. Et il est plus vide. Ce main.css, il est rempli de Bootstrap. Et à la fin de Bootstrap, mon code à moi. Il a compilé les deux. Ce qui est encore plus pratique même, c'est avec ce minify là, gulp minify. Donc ça, c'est de recherche en recherche sur internet que vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait il y a des outils qui existent pour faire ci, pour faire ça. On pourrait aller faire un npm, alors toujours pareil, install save dev gulp minify. Ça va l'installer. Je quitte cette fenêtre pour revenir sur npm. Dans les packages de npm, il existe gulp minify et il y a une page avec une doc officielle. Où on vous explique comment ça marche. C'est juste ça. Cette ligne là. Pipe. En gros, donc maintenant il est installé. En gros, une fois que vous avez fait cette action là, vous pouvez en faire une autre qui est de lancer le minify. Et quand vous allez relancer votre tâche ici en bas, alors pas celle-là, le gulp défaut, le gulp défaut va plus faire que la tâche sas, il va aussi, après avoir créé le CSS, le compiler en supprimant tous les retours à la ligne. Donc vous avez un fichier qui va être plus léger après, vu qu'il est minifié. Je reviens maintenant sur mon main.css. Ah, il a pas voulu. Je le resupprime. Ouais, parce qu'il me crée un dossier main.css. Donc en fait ici, ici faut rien lui donner. Faut juste laisser dossier CSS. J'y vais. Gulp défaut, il va me recompiler les choses. Là, j'ai bien mon main CSS qui apparaît. Et cette fois-ci, non, il est toujours pas. Bon, ok.
Ah, mais gulp minify, il fait que du minify sur les fichiers JS. Donc dans la recherche, on pourrait faire minify CSS. On va avoir des résultats. Gulp minify CSS. C'est ce que j'ai besoin de faire. Et donc c'est gulp clean CSS. Pareil, il y a une ligne pipe à mettre qui va me générer les choses. Donc celui-là ne marche pas. C'est plutôt ça qu'il faut mettre. Et c'est toujours parlant. La fonction clean CSS, en plus, elle accueille des propriétés. Elle a une propriété compatibility et vous indiquez à partir de quel navigateur vous voulez que ça soit compatible et il va s'occuper de pas mal de choses, notamment des préfixes et des propriétés qui ne fonctionneraient pas automatiquement. Pour ça, par contre, il faut toujours, mais ça devient après une habitude, faire un npm install --save-dev gulp-clean css. Je sais pas s'il s'écrit comme ça ou non. -css. Voilà. Toujours pareil, ça me l'installe dans mon projet ici. Ça me l'enregistre dans package.json où je vais le retrouver là-dedans. Dans 20 secondes, je vais remarquer gulp-clean-css. Voilà. Il y est. Il est apparu ici, ligne 13. Donc la prochaine fois, j'aurai pas à le réinstaller. Il me reste dans le gulp file ici tout en haut à activer la variable clean CSS, puisque c'est cette variable là qu'on retrouve ici. Je sauvegarde et puis maintenant, hop, quand je fais gulp défaut, j'ai vraiment un fichier qui va être livré en minifié dans le dossier CSS. Voilà. Il n'y a plus aucun retour à la ligne. Il y a tellement plus de retour à la ligne que Visual Studio n'arrive plus à savoir ce que c'est comme langage. Ah oui, c'est C'est plus du CSS pour lui. Mais après, vous inquiétez pas, le navigateur, quand il le lit, il y arrive lui. Voilà, ça c'est la première partie. Installer le gulp file dessus. Résultat du coup, alors je peux toujours revenir dans mon index. J'ai quelques trucs à modifier ici. Ben, l'avantage c'est que je peux virer la balise link. Le bootstrap.css, je le charge automatiquement dans mon main. Et donc j'ai gagné un appel au serveur en moins, ce qui est quand même bien pratique. Par contre, j'ai toujours tendance à rajouter ici quand même le type text CSS parce que quand ça marche pas, ça fait un truc de moins à chercher. Voilà, là on a une base que tout le monde va pouvoir récupérer et va pouvoir modifier au niveau des sections. Et on verra après, on fera version ligne de commande, on fera aussi version interface administrateur parce que il y a une appli Git aussi qui est assez pratique. Bon tiens, à la limite là on va le faire depuis l'appli. Juste si j'arrive à me connecter au même compte que la dernière fois, c'est bien. Si l'appli veut se lancer aussi, c'est bien. Là, elle est là. Voilà, donc ici j'ai mes dossiers. Il faudrait que j'aille voir sur quel profil je suis surtout. Voilà, je suis pas sur le bon. Donc on va mettre
Frédéric est à 2 doigts d'adopter notre système de login. Magnifique. Ouais, ça arrange tout le monde. Pourquoi ils avaient autre chose? Des fichiers Excel, ouais. Je suis pas. Ouais, je suis ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Les fichiers Excel sont un peu relous. Voilà, hop, je vais me loguer ici. Par contre, elle va chercher mon clavier et ma souris dès qu'elle passe à Bègle et elle me les dépose chez moi. C'est sympa. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Elle a un truc à te demander. Ah oui, non, elle m'a dit, bah j'y vais tôt par contre, ce sera peut-être à 8h du mat. Ok. Ça, c'est pour voir. Yes, ça y est, donc je me suis logué avec mon compte. C'est en train de tout récupérer. Voilà. C'est plus joli comme ça. Le shell, je peux même aller choisir Git Bash ici au cas où. Voilà. Donc ici, je peux aller créer un repository, c'est un dossier de dépôt dans lequel je vais déposer mon projet. C'est ce qu'on avait fait sur la dernière vidéo, mais en ligne de commande. Enfin, on est allé sur le site, on avait créé un repo, on avait récupéré l'URL et on avait tout poussé depuis la ligne de commande. On va créer un nouveau repository, on va le nommer du coup, c'est le starter HTML examen on va dire. Description. Voilà, le dossier local ici. Il faut que j'aille le chercher. Donc, il est sur mon bureau. Projet code. Renforcement. Starter HTML. Et puis, initialiser le repository avec un README. Un README, c'est un fichier à lire avant d'ouvrir les dossiers et de bosser, quoi. Git ignore, on va mettre Node.js, s'il y est. Node. En mettant git ignore node, il va ignorer tous les fichiers qui sont relatifs à Node.js et surtout le node module. Parce que le node module, on l'a pas vu passer, mais en fait, il y a beaucoup de dossiers. On va aller voir dedans. Et puis ici, on va mettre MIT license ou GNU GPLv3, c'est des licences libres de droit, puisqu'on n'a rien de propriétaire. Donc voilà, je crée mon dossier. J'ai un README qui allait se créer. Merde, il me l'a mis là. Ça c'est chiant. Alors, hop. Eh bien, il rame un peu, voilà. Donc, là, je reprends Node. Ici, on avait mis celle-là. Voilà.
C'est bon. J'avais peur qu'il m'écrase tout, mais non, ça va. Et il est allé créer du coup le dossier licence, le dossier readme.md où il n'y a rien, mais où on va pouvoir écrire des trucs qui s'afficheront après sur la page d'accueil de notre Git. D'ailleurs, Easy Tools for Easy Page, on peut déjà aller le voir. Le fait de l'avoir créé ici dans Starter HTML me permet d'aller le voir sur GitHub. Donc je vais sur GitHub. Ok, Maxime s'est réveillé. Yes, je le démute. Ah bah attends. Yes. C'est bon Maxime. Oui. C'est pour ça que tu m'as muté. Oui. Ouais. Bah ouais, on entendait que toi. Énorme. J'ai senti partir, je me suis réveillé. Alors. Autre section. À la 10, je suis parti. Ah oui, ça, on a perdu. Alors, je me relogue. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'en ai créé trop des comptes là-dessus. J'ai dû en créer 2 avec cette adresse email. Un jour où ça marchait plus. Non. Donc ça, c'est le premier projet qu'on avait fait, ça. Ah, mais non, mais ok, ok, ok. Donc l'avantage du logiciel, pour ceux qui l'avaient vu la dernière fois, c'est que... C'est ça que j'ai oublié de faire. Publish repository to Git. Donc ça, on va pas y toucher. Je vais mettre publier. Starter HTML, machin. Le code privé, on s'en fout. Publier. Et... Putain, j'étais en train de chercher pourquoi. Ici, toum, il apparaît dans... Maintenant. Starter HTML. Et le fichier readme.md, il est là. Je retrouve dedans tout mon projet. Parce qu'en plus, le fait de le mettre en ligne la première fois, du coup, m'a recréé mes trucs. Voilà. Maintenant, à partir de là, l'avantage, c'est que j'arrive sur mon code. Je vais supprimer le dossier starter HTML exam qui s'est créé par erreur. S'il veut bien. Il doit être ouvert ailleurs, celui-là. Ok, bon, c'est pas grave. On va faire une modif sur... oh là. Ça y est, c'est mon Visual Studio qui est en carafe. Ok. Bon, j'irai le virer tout à l'heure. Dans App, je vais rajouter du contenu dans l'index. Je sais pas, je mets juste un HR. Déjà ici, j'ai une ligne verte. Ça, c'est parce que j'ai tout connecté avec Git. À partir de maintenant, chaque modification dans mes fichiers, elle est notée. Et quand je sauvegarde, ici, dès que j'ai sauvegardé, mon fichier va se mettre en jaune. Il est modifié. Mais... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, ça y est, il l'a viré.
Il a réussi à virer le dossier. Donc il est modifié ce fichier, mais il n'est pas encore sauvegardé sur le dossier en ligne, là-dedans. Et c'est tout l'avantage de Git, c'est que du coup, vous faites vos modifs sur plein de fichiers. Une fois que vous avez fait vos modifs ici, vous envoyez vos fichiers en ligne, et toutes ces modifications-là qui ont été faites, par exemple, entre 14h et 16h, elles représentent une fonctionnalité, une modification graphique, etc., ce que vous voulez, mais en tout cas, elles sont toutes enregistrées au même endroit, on sait que c'est vous qui les avez mises, et on peut même regarder quelle ligne vous avez modifiée à ce moment-là. C'est un peu comme un CTRL-Z infini, avec le nom des gens, l'heure, et un lien avec tout ça. Donc ici, maintenant, il s'est aperçu qu'il y avait un changement dans l'index.html. Mais si je fais un changement ailleurs, par exemple, si je vais dans dev main.css ou dans le custom, tiens, je vais mettre ici, c'est pas 25, c'est 27, la minimum 8. Mon custom passe en modifié. Ici, il s'aperçoit que custom.css a été modifié et il va me dire, il faut du coup, en bas là, mettre un résumé. Donc, première modification. Commit to master, ça veut dire que du coup je vais enregistrer toutes ces modifications dans un petit ticket de modification, et ce ticket après je vais le pousser, push one commit, sur le dossier original. Je les upload, et à partir de là, sur mon site GitHub, je vais avoir une modif sur custom.css, puisqu'ici, là je le vois, first modification, 22 secondes ago, je peux cliquer dessus et voir ce qui a été modifié et par qui ça a été modifié. Moi, ici, AFPA Designer, avec cette ligne là, et pareil pour le custom SCSS, j'ai remplacé le 25 par le 27. Donc j'ai enlevé la ligne avec 25 et j'ai remis une ligne avec 27. Ça, vous le verrez toujours apparaître comme ça. C'est plus facile de noter les modifications en mettant une ligne rouge, une ligne verte. Voilà. À partir de là, ce qu'il faudrait faire, c'est que tout le monde suive à peu près cette procédure pour pouvoir bosser dessus. Mais à partir de là, on va, plutôt que ici au milieu, créer une branche master. La branche master, c'est celle du projet principal. Je vais créer une branche prof. Et cette branche prof, je vais la faire évoluer différemment des autres. Vous, il va falloir que vous créez... chacun va se créer une branche. Voilà. Là, les pull requests, on les verra après. Ça va marcher? Non. Voilà. Là, je suis sur le pool. Donc, en gros, quand vous allez créer une branche, vous allez bosser sur votre code sans être impacté par les codes des autres. Chacun aura sa branche. Chacun, en gros, construit son nid sur sa branche. Au moment de tout réintégrer, on regardera ce qu'il y a sur chacune des branches et on prendra le meilleur, en gros. Et c'est là où à chaque fois, vous irez tous faire une demande de pull. Et Git, le site, enfin le logiciel en lui-même, va faire les comparaisons entre le dossier master et votre branche. Et sur une page, on aura la liste de toutes les modifs. Et il nous demandera à chaque fois, est-ce qu'on intègre cette modification ou pas? Est-ce qu'on intègre cette modification ou pas? Est-ce qu'on intègre cette modification ou pas? Et on peut le faire, on peut aller jusqu'à le faire ligne par ligne. Voilà. Et là, on a un projet donc dynamique dans le sens où on va pouvoir générer du CSS, et dynamique aussi dans le sens où il est en ligne avec, on peut le bosser à plusieurs collaborateurs sans s'impacter les uns les autres. Par contre, si quelqu'un fait un truc hyper important sur le projet, on peut décider de le réappliquer à tout le monde. On peut décider de faire des comparaisons entre nos boulots. Tout ça est horodaté en plus.
Donc c'est le must. En termes de développement, en termes de web design, on va un peu loin, mais ça dépend quel poste vous visez en web design, si c'est plutôt du front technique ou du web design plutôt illustration. Voilà, je stoppe la vidéo. Et puis je la mets en ligne.